Hello hello, bienvenue dans Twist and Slay, le podcast qui parle des changements qui réveillent votre étincelle. Je suis Karen Jordan, aka Queen K, coach certifié un peu perché. J'ai fondé Yummy Monday pour qu'un maximum de personnes trouvent l'alignement pro et perso qui les fait vibrer chaque jour. Dans ce 6e épisode, je reçois Laetitia, une femme super dynamique aux 1000 facettes qui n'a de cesse de multiplier ses talents et développer sa créativité. Dans cet épisode, on parle de fuir la routine tout en donnant un cadre à l'imprévu, de congés sabbatiques avec enfants et entre amis, de super instits, de la force du réseau, de se lancer dans une activité qu'on ne maîtrise pas, d'échecs fortuits, de la recherche de perfection et du besoin d'apprendre. Je vous laisse découvrir tout ça et si ça vous plaît, je vous encourage à suivre le podcast, déposer un like et partager cet épisode auprès d'un maximum de personnes. Bonne écoute! Bonjour Laetitia, comment vas-tu? Bonjour Karen, je vais très bien, merci, et toi? Ça va super. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouvel épisode de Twist and Slay. Alors Laetitia, avec toi, je franchis une nouvelle étape pour ce podcast, puisqu'on ne se connaît pas du tout. Tout à fait. On a été mise en relation par la fabuleuse Claire de Bril qui a brillé lors du talk sur la créativité que j'avais organisé il y a presque un an maintenant. Ce que je sais, c'est que tu as un profil très varié, avec pléthore de cordes à ton arc qui vont du conseil et la formation en web marketing à la gestion et à la création de robes de mariée. C'est vraiment pas banal. Aujourd'hui, tu es associée dans la gestion d'un lieu de vie aux multiples fonctions, donc restauration, coworking, atelier créatif et bien d'autres choses. Et je te propose de plonger sans plus attendre au cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, le changement. Eh bien, volontiers, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, la première question, comment décrirais-tu ton rapport au changement de manière générale? Alors, vaste question. Et oui, c'est pour ça qu'on en parle. Exactement. J'ai horreur de la routine. Voilà, Ok. Je vais commencer par ça. J'ai horreur de la routine, je la fuis. Et du coup, j'aime beaucoup le changement. J'aime beaucoup aller vers des choses qui sont inconnues. J'aime bien les défis. Et à la fois, j'ai horreur de l'imprévu. Donc j'aime bien. Ah oui, c'est étonnant. Voilà, j'ai horreur de l'imprévu, donc j'ai un emploi du temps, certes très chargé, comme le tien, je crois. Oui. Mais je me laisse des zones, du coup des plages horaires, on va dire, dans lesquelles il peut y avoir de l'imprévu, justement pour ne pas me déstabiliser. Ah d'accord, Je oui, sais c'est pas si tu vois intéressant. ce que je veux Oui, dire. bien sûr, c'est des petites poches, on va dire, des espèces de sas qui te permettent de gérer l'imprévu. Un cadre qui me permet d'avoir ces changements, cet imprévu, et pas un emploi du temps quadrillé à la minute, mais sans être trop déstabilisée par ce qui arrive dans ma vie. Ah bah super. Ouais. Et ces changements, enfin tu dis que tu aimes le changement, est-ce que ça s'applique autant au perso qu'au pro? Ou est-ce qu'il y a une dimension, ou même peut-être, je sais pas, activité d'ailleurs, entre guillemets, extrascolaire ou est-ce qu'il y a un axe sur lequel ça arrive plus souvent, où tu es plus à l'aise? Je pense que je vais plus facilement dans le changement côté pro, mais je pense que ma vie perso a besoin aussi de mouvement. Ok. J'ai pas 2 week-ends qui se ressemblent. Ouais, donc C'est pas ça possible. s'applique tout le temps. C'est ça. Ça fait plusieurs années que je n'ai plus d'activité fixe, par exemple, Ah d'accord. parce que je n'arrive pas à suivre, d'avoir toutes les semaines la même chose. Ok. Je suis confortable avec une activité où j'y vais quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie. Voilà. Et de pouvoir changer du coup Et d'activité de pouvoir aussi. changer. Voilà, donc l'activité du moment, c'est une salle de sport, hein, c'est tout bête. Ouais. Mais du coup, ça me permet d'avoir des cours différents, des horaires différents. J'y vais quand je veux, quand j'ai le temps. Ok, hyper intéressant ça. Voilà. D'après toi, quel est le changement qui a eu le plus d'impact sur ta vie? Alors, je pense qu'il y a 2 aspects. Du coup, tu m'as parlé perso et pro. Et Ouais. en effet, je pense qu'il y a eu 2 changements assez distincts et à la fois, c'est la suite. Le premier, c'est dans ma vie perso, c'est mes enfants. Voilà, 2 enfants, ça retourne ta vie. Oui, j'imagine. Déjà un, à mon avis. Le premier retourne la vie, le deuxième la retourne encore plus. Je viens de te dire que j'aime pas la routine, hein, sauf que les enfants ont besoin de ça. Oui, Ont c'est besoin vrai. d'un cadre, ont besoin d'horaires, de coucher, de manger, etc. Bah, rien que le rythme de l'école après aussi. De Enfin, je sais pas l'école, quel âge ont tes exactement. enfants, mais Ils ont forcément 7 ça impose une 7 et routine. 11 ans, et évidemment, le rythme de l'école fait que on a un rythme, on a un Bah cadre oui. dans lequel on a du mal à sortir, c'est normal. Mm.
Donc ça a été une vraie épreuve. Donc pendant plusieurs années, de me dire, voilà, il faut respecter ses horaires, il faut qu'on s'y tienne, il faut qu'on garde le rythme pour les enfants. Et puis à un moment donné, d'avoir une routine à la maison, d'avoir une routine au boulot, il a fallu que ça soit chamboulé quelque part. Et oui, parce qu'en fait, là on a dit, je t'ai introduite en disant que tu étais gérante d'un tiers-lieu, donc du coup, tu as un emploi du temps entre guillemets flexible, Ouais. Mais avant tu étais salariée. Exactement, j'étais salariée pendant 11 ans, un peu plus même avant, pendant plus d'une dizaine d'années. Et c'était stable. Oui. C'était stable, c'était confortable pendant l'arrivée de mes enfants, pendant toutes ces années où j'étais à me dire j'ai cette routine, le boulot, je n'y pense pas, je suis contente en plus, j'étais très 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 contente de mon travail, de ce que je faisais. Ouais. Et puis à un moment donné, j'ai juste réalisé que j'étais dans une routine où ça ne s'arrêtait plus. J'étais dans une continuité que je n'avais plus envie de suivre. Et à ce moment-là, j'ai décidé de tout stopper. Donc, de mon CDI, on a choisi avec mon mari de partir en voyage avec les enfants pendant 4 mois. Ok. Donc, pendant l'école également. Ça a été un choix pas forcément bien accepté par ma fille d'ailleurs, qui est très scolaire. Elle avait quel âge à ce moment-là ? 8 ans, je crois. D'accord. 8 ans en CE2. Donc, c'était le moment. En fait, c'était soit on le faisait là, soit on le faisait jamais. Et ce moment-là, je pars d'un CDI, ouais. sans vraiment savoir ce que je vais faire après, et j'ai démissionné pendant le voyage. Et là, ça a été la rupture. Je me suis dit non, ça y est, en fait, c'est décidé. C'est le moment où je me prends en main et je fais enfin quelque chose, probablement d'entrepreneurial, parce que ça faisait plusieurs années que ça me trottait dans la tête. Okay. Et donc voilà, d'un changement au départ personnel, c'est devenu un changement professionnel. Et oui. Qui fait que maintenant, j'ai des activités très différentes. Très différentes, j'allais dire loufoques, pas loufoques dans le sens des activités. C'est tout à fait classique, mais j'ai plein de choses différentes dans ma vie maintenant et j'en suis contente. Ouais, et je vais juste revenir un peu sur le voyage parce que je pense que ça va intéresser nos auditeuristes. Est-ce que vous avez fait ça sur l'année scolaire ou c'était à cheval sur l'été ? Techniquement, comment ça se passe ? Parce que c'est pas évident de prendre 4 mois comme ça et de retirer les enfants de l'école, justement. Tout à fait. Alors, si je reviens sur ce que je t'ai dit, d'ailleurs, j'aime le changement, mais j'aime bien que ce soit cadré. Donc, c'est quelque chose qui nous a pris plusieurs mois. Déjà, pour mettre un cadre, j'ai pris un congé sabbatique. D'accord. J'ai posé 6 mois au départ. Je suis pas partie. Pardon, je suis pas partie de mon travail comme ça. J'ai d'abord un peu cadré la chose. On avait décidé de partir dans le sud des États-Unis. D'accord. Et c'est un endroit où il fait très chaud. On a traversé le sud des États-Unis, de Los Angeles à Miami. D'accord, ok. Et sachant qu'il allait faire 40-50 degrés, on s'est dit, si on fait ça en été, on va jamais tenir. Ça va pas être forcément très agréable. Vous aviez 1 ou 2 enfants à ce moment-là ? 2 enfants, on avait les deux. Déjà, ok. Et on est même parti avec 2 amis. Ok. Voilà. Wow. Mais on avait envie de changement, eux aussi, et du coup, on s'est lancé là-dedans. Donc, pourquoi pas l'été ? C'est justement pour cette histoire de température, et on s'est dit, si on part... c'est pas un visa, comment ça s'appelle, l'ESTA, et de 3 mois aux États-Unis, on va essayer de le pousser jusqu'au bout. D'accord. Tu tires le fil quand tu commences comme ça, tu te dis on part en septembre, ok, on part 3 mois, on va quand même pas revenir au mois de novembre alors qu'il va faire tout gris ici. Donc on a rajouté 1 mois au Mexique pour arriver à Noël. Trop bien. Et on s'est dit, on fait notre voyage, on est même parti le jour de la rentrée, hein, c'est, je pense... très significatif. Peut-être très significatif quand on y repense, mais on est parti le jour de la rentrée des classes et on est rentré 3 jours avant Noël, ou 2 jours avant Noël. Ok, et vous avez dû faire l'école aux enfants pendant cette période-là ? Alors oui, on s'était engagé auprès de l'école. On a surtout discuté avec les institutrices. On savait à l'avance quels instituts allaient avoir nos enfants. D'accord. Pour pouvoir échanger pendant le voyage. Ah oui, c'est sympa de leur part, ça. Oui, très sympa. Et je pense que quand les directeurs et directrices ont su notre projet, ils nous ont aussi... ils ont mis des institutrices adéquates, on va dire, pour les enfants. Du coup, on a eu des institutrices qui étaient très à l'écoute, très, contentes pour les enfants, contentes pour nous.
Et ça n'a pas été un souci. Donc génial. On a échangé pendant le voyage. Mon fils était en maternelle, donc la maîtresse nous envoyait des PDF avec des photos des enfants pour que mon fils soit pas trop mais vraiment perdu. trop sympa. Ah oui, non, mais c'est des perles, hein, franchement. Oui, parce que c'est du travail en plus pour elle, en fait. Hein, c'est ça. Et puis la maîtresse de CE2, du coup, nous envoyait aussi les devoirs et nous disait voilà où on en est. Donc on a essayé de suivre. Je vais pas te mentir, on n'a pas fait l'école tous les jours. On était aussi sur 2 classes charnières et pas forcément hyper structurantes pour les enfants. D'accord. Ma fille en CE2 suivait très bien en CE1, donc on s'est dit on peut se permettre qu'elle ait 3 mois où elle n'a pas forcément l'enseignement oui, puis elle classique. apprend autre chose aussi, donc sur chose, le très long terme, ça aura peu d'impact finalement. Et puis, voilà, moi j'ai aucun regret au niveau scolaire. C'est sûr que on n'aurait pas pu faire ça maintenant qu'elle est au collège ou voilà, je me serais peut-être pas lancée là-dedans, ça aurait pas eu du tout le même impact pour elle. Pas de regret. Même au niveau de la construction de l'enfant, quand on est ado, c'est quand même autre chose. On a vraiment besoin de ses amis tout le temps. C'est ça. Alors finalement, tu sais, c'est ça qui a été le plus dur pour eux. Ah oui, quand même. C'est que nous, on était très connectés. On s'en rend pas compte, mais on est très connectés. WhatsApp, les mails, on avait... voilà, on échangeait beaucoup avec nos familles, et en fait, pas eux. Donc plusieurs fois pendant le voyage, on s'est rendu compte de ça, et on s'est dit, on va appeler les copines, les copains, et on va faire un échange, parce que là, ils sont en fait, ils se sentent un peu seuls. D'accord, ok. Ouais. Vous n'avez pas croisé beaucoup d'enfants après, c'est pas pareil que d'avoir ses amis. Mais... Et puis, il y a la barrière de la langue. Ils sont pas du tout bilingues. Et donc, parfois, on a vu des enfants, mais la barrière de la langue était compliquée. Ok, super. Quelle aventure. Mais finalement, pas si compliqué. Hein. Tu vois, faut pas trop le dire, parce que sinon, toutes les maîtresses vont se retrouver avec des parents qui partent 4 mois. J'ai entendu plusieurs fois, on m'a dit oh là, quel courage de faire ça. Et j'ai dit, mais quel courage, en fait, je pars en voyage. Je vois pas où est le courage, c'est même trop bien. Oui, j'ai beaucoup de chance. Oui, on en parlait un peu en off juste avant. Créer de tels changements, ça fait vraiment peur, en fait, à beaucoup de gens. Donc je comprends que ce soit la réaction. Parce que ça paraît d'être... c'est quand même... Comme tu dis, tu l'as quand même bien organisé. Oui, c'est ça. Ça s'anticipe. Donc ça s'anticipe, on serait pas parti n'importe où avec des enfants déjà. À 2, en tant qu'adulte peut-être, mais là avec des enfants c'était pas possible. Mais tu imagines quelqu'un qui est complètement pris justement dans sa routine, dans toutes ses obligations au quotidien et qui se dit waouh, en plus de tout ça, Laetitia elle a organisé tout un voyage de 4 mois. Et après elle est partie. Je pense que c'est impressionnant et je comprends que le mot courage ressorte. Quel est le changement qui t'a demandé le plus d'audace ? Je me demande ce qui va sortir maintenant que, quand même, tu as fait ce voyage. En préparant, je me suis posé la question lequel répondait à ça, mais en fait, je pense que définitivement, c'est le dernier, c'est les colibris, le lieu de vie dont tu parlais. Ouais. Pour plein de raisons. Déjà, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je défendais vraiment un projet. J'ai mis en fait 4 mois à préparer le projet, un peu moins peut-être, parce que c'est un appel à projet municipal. D'accord, ok. Ce lieu est une ancienne crèche et il cherchait à mettre à l'ouvrir à un projet qui venait des Auvillois, donc des gens qui habitent Houille. Oui. Et ils ont fait cet appel à projet et ils nous ont dit mais qu'est-ce que vous voulez mettre dedans et qu'est-ce que vous allez faire. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit on n'a pas encore parlé de la couture. Ça fait partie des choses qui sont arrivées dans ma vie. À ce stade-là, je voulais ouvrir un atelier de couture. Je cherchais un lieu et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Sauf qu'en fait, en regardant l'appel à projet, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça qu'ils attendent. Ils attendent pas un atelier de couture, ils attendent autre chose de bien plus grand, avec de la restauration, avec du coworking et tout ça. Et j'ai trouvé des personnes avec qui lancer ce projet. Donc ça a été plusieurs mois de travail. Avec, en plus, et c'est là où je pense que c'est une dimension assez étonnante, c'est avec des gens que je ne connaissais pas. Ah, ce que j'allais te demander justement. Ok, super. Donc le lieu est lancé à l'heure actuelle, on l'a lancé au mois de juin, puisque entre-temps, du coup, on a gagné l'appel à projet et on a lancé l'affaire. Oui. Mais je connais ces personnes depuis 1 an. Ok, voilà. C'est génial. Donc ça fait partie des choses où je trouve qu'il y a eu, comme tu le dis, de l'audace, parce que jusque-là, je me disais... il faut lancer quelque chose avec quelqu'un
que je connais, parce que sinon ça va pas bien se passer, parce que voilà. Et à la Ouais. fois, maintenant, je suis contente de l'avoir fait avec des personnes qui ont des horizons et des envies différentes, parce que c'est ça qui fait la richesse du projet. Bah oui, Mm. je comprends complètement. Voilà. Donc ça fait partie de l'audace. Il y a autre chose aussi, c'est que quand on a lancé le projet, on était 5. D'accord. On était 5, dont 2 personnes qui étaient au niveau de la restauration. Ouais. Et comme je t'ai dit, moi je suis en charge de la restauration du bar et des événements du soir notamment. Mhm. Mais j'ai aucune expérience en restauration. Ok. J'ai aucune expérience avant celle-là. D'accord. Et quand on a gagné le projet, 2 des personnes sont parties. Les 2 personnes de la restauration. Et là, on s'est dit, nous 3, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Parce que les autres On- n'avaient pas de notion de restauration non plus? Non, Non plus. non. Ok, Les 2 d'accord. autres qui restaient non plus. Ok. On s'est dit, on fait quoi? On a travaillé beaucoup sur ce projet. Est-ce qu'on a envie de le lancer quand même à 3? Ou est-ce qu'on arrête tout parce qu'on ne sent pas de le faire? Hmm. Et moi, j'ai pris ça comme un défi, en fait. Moi, Ok. j'adore, là, voilà, pour le coup, j'adore les défis. Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est un truc qui me tient à cœur. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Je lâcherai pas le sujet pour cette raison. Voilà. D'accord. Pour moi, c'était pas suffisant pour arrêter, quoi. Et c'était Non, mais même drôlement audacieux quand même. c'était probablement audacieux, mais c'était justement une opportunité d'aller encore plus loin dans ce que je pouvais découvrir, quoi. Ok. Et comment est-ce que tu as abordé ce domaine que tu ne connaissais pas du tout, qui est celui de la restauration, qui est très complexe et en plus Exactement. dans une Eh période bien, j'ai compliquée post-Covid. Enfin, tout à fait. parce qu'on est toujours post-Covid, on le sera toujours maintenant, mais c'est juste qu'on sait très bien qu'il y a encore des difficultés à recruter, que les restaurateurs ont la vie un peu dure. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on n'y connaît rien déjà? Eh bien, on s'entoure. Ok. On s'entoure et c'est quelque chose que j'ai découvert, sincèrement, j'ai découvert ça l'année dernière en Mhm. rejoignant notamment un groupe d'entrepreneurs sur ma ville et je me suis rendu compte de la force du réseau. Alors, ça paraît peut-être évident pour toi d'avoir un réseau et de t'entourer des bonnes personnes. Jusque-là, moi, j'ai toujours fait ça toute seule. Ouais, non, c'est un vrai challenge de Voilà. trouver les bonnes personnes, au contraire. C'est surtout ça qui me paraît évident. Et bien, jusque-là, j'essayais de faire beaucoup toute seule. Donc, Ok. c'est le moment où j'ai réalisé que c'est grâce à ce réseau que j'allais réussir à faire des choses. Ouais. Donc, des discussions avec des restaurateurs, avec des gens qui tiennent un bar, avec des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont dans tous les domaines en fait. Hmm. Parce que je te passe les 3 mois de travaux à faire de la peinture, du parquet, des machins. Waouh, ok. Voilà, je dis en rigolant qu'avec cette expérience, j'ai 12 métiers maintenant. Ah oui, Ça on en doit parle prendre le souvent temps. avec mes copines entrepreneurs, ça. Moi, j'ai fait l'organigramme de ma boîte et de tous les métiers que je couvrais. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, mais C'est... ça doit être marrant, je pense. Ouais, bah ça remet bien l'église au milieu du village. C'est pour ça que je suis fatiguée. Ça explique, hein, en fait, on Oui, comprend mieux. vraiment. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais si, Où tu s'entourer t'es avec, entourée. voilà, entourer et discuter avec des personnes, et puis chercher l'information où elle est, voilà, tout Et t'as simplement. demandé à des gens dans ton réseau s'ils connaissaient quelqu'un qui connaît quelqu'un Tout à fait, D'accord, tout ok. à fait. Tu vois, là, au niveau compta, au niveau travaux, au niveau, du coup, restauration, au niveau... j'ai mon cousin qui tient un restaurant avec sa femme et forcément leur aide a été ultra précieuse. Bien Tu sûr. vois, on a beaucoup discuté. Ils sont pas du tout en Île-de-France, ils sont dans le sud de la France. Et on Mhm. a passé des heures au téléphone et je les remercie encore de ça parce que ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses aussi. Mais même des petites choses, hein, c'est qu'est-ce que j'achète comme matériel derrière mon bar. Un lave-verre, je me souviens encore d'avoir appelé ma cousine au téléphone. Et au fait, j'ai un problème avec mon lave-verre, est-ce que tu peux m'aider? Comment ça se visse? Enfin, des Ah trucs... oui. Ah oui, ouais. hyper technique et très Mais précise. parce qu'en fait, on se retrouve à faire des trucs hyper techniques. Ouais, On ok. se retrouve à faire tellement de choses différentes. Et là, je passe à faire les courses. Quels sont les fournisseurs qu'on peut avoir. J'ai fait le tour des magasins sur ma ville aussi pour savoir chez qui ils se fournissaient, est-ce qu'ils avaient des conseils, etc. Ok.
Donc, et il y a un bon réseau à Houille, justement, enfin, d'entrepreneurs ou de... Parce que je sais que, bon, moi, je vis à Bastille et il y a un petit réseau dont je ne fais pas encore partie. Mais je pense que c'est que des commerçants, mais, enfin, entre guillemets, que des commerçants. Limité aux commerçants, voilà. Et ils appellent ça le village Popincourt et ils sont plusieurs... clairement à échanger, à se porter en fait, même sur leurs projets individuels, même si ils ont des commerces qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, enfin pas tous en tout cas. Là c'est la force de l'association dont je te parlais, qui s'appelle Émergie, qui est une association de, je pense, 90 ou 100 adhérents, avec un WhatsApp hyper vivant, c'est-à-dire qu'il quelqu'un demande... Est-ce que vous connaissez tel type de métier, tel type d'activité, j'ai une question très précise sur... Mais il y a toujours des réponses. Je vois jamais de questions sans réponse. Ah, c'est génial. Il y a toujours quelqu'un qui sait, ou qui connaît quelqu'un, qui a une relation, Ah, mais c'est tellement précieux. Mais c'est hyper précieux. Ouais. Et je pense que sans ce réseau, jamais le projet aurait vu le jour. Déjà parce que toutes les trois, maintenant, on se connaît par ce réseau. Cette association fait partie du regroupement, parce qu'en fait, là, on est sur une société coopérative, hein, le tiers-lieu dont je te parle. C'est une société coopérative, on est 11 associés. D'accord. Et 3 sur le terrain. Ok. Et cette association nous a permis d'avoir, par exemple, des bénévoles pour nous aider pendant les travaux. T'imagines une trentaine de bénévoles qui nous aident On a eu une trentaine de personnes qui sont venues nous aider juste pour faire de la peinture. Ah, mais c'est génial. Mais sans ça, en fait, on n'ouvrait pas à temps. Ouais, ok. Oh, la force du réseau, c'est incroyable. Ouais, mais ça se trouve pas partout. Non, c'est pas évident parce que moi j'ai adhéré pendant 2 ans à un réseau d'entrepreneurs féminins qui à la base est un beau projet, mais c'est vrai qu'il y a une plateforme où on est censé pouvoir poser nos questions si on est bloqué et après s'entraider toutes. Et en fait pour le coup j'ai vu souvent des questions qui restent sans réponse, ou alors une personne qui commente mais peut-être par intérêt pour se faire connaître, enfin c'est un peu fatigant et ça sert à rien en fait, et c'est un peu dommage, donc ça c'est vraiment une grande force et une chance d'avoir trouvé un réseau aussi puissant, quoi. Oui, j'en ai conscience. Génial, trop bien. Et c'est un réseau qui est spécifique à Houille ou qui est sur le département, juste au cas où on est des auditeuristes des environs. On est surtout sur la ville de Houille, mais également les villes adjacentes. D'accord. Ça reste à petite échelle, je pense que c'est une volonté également, justement parce qu'on connaît tout le monde. Et que ça reste un réseau à taille humaine. Et c'est pour ça que c'est aussi dynamique. Probablement, et bienveillant. Enfin, je veux dire, il y a une impulsion c'est ça. D'entraide, quoi. Ah bah génial, ok. Le sujet de l'échec est souvent tabou, or il est souvent source de grandes avancées. Est-ce qu'il y a un échec dans ton parcours qui a généré un changement déterminant pour toi ? Oui, alors j'en ai un en tête. Quand j'ai fini mes études, je suis allée direct dans un CDI. D'accord. Voilà, j'en suis reconnaissante de ce CDI. C'était le bon. C'est pas évident à trouver quand on sort d'école, effectivement. C'était ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ouais. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'allais pas m'épanouir dans ce travail. Et j'ai commencé à réfléchir à de l'entrepreneuriat, parce que déjà, ça me démangeait encore en école, mais ça me démangeait à la sortie de l'école également. Et j'ai rencontré un gars qui lançait sa boîte et qui avait besoin d'aide en informatique. D'accord. Oui, parce que dans mon premier métier, je faisais de l'informatique. Ok. Voilà. T'as fait quoi comme formation ? J'ai fait une école d'ingénieur. D'accord. En électronique, donc, qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait après, mais du coup, je me suis dirigée vers l'informatique. Ouais. Et à ce moment-là, donc, ce gars-là cherchait à faire un site web, et je me suis dit, c'est l'occasion à rêver. Donc, je quitte tout, hein. Je quitte le CDI, je me dis, allez, c'est parti. Et en fait, au bout de 3 mois, je me rends compte que ça va pas le faire. Waouh, ok. Et là, je me dis, bon, ça y est, c'est la fin, quoi. Tu sais, t'as l'impression d'avoir loupé un truc, et tu te dis, bon, j'ai fait un mauvais choix, ça va pas du tout, ça y est, j'ai loupé ma vie pro et tout. Oula. Oh, oui, non, mais tu avais quel âge quand tu as raté ta vie pro ? Je sais pas, 26. Oui, d'accord. Ouais, tu vois, non, mais c'est le truc dramatique à ce moment-là. Oui, bien sûr. Non, mais quand on le vit, évidemment, c'est très flippant. Après quelques années, t'as un peu de recul et tu te rends compte que finalement, c'était... il fallait que je passe par là, en fait, je te le dis franchement. Hein. Ouais. Je serais pas partie de ce CDI, je serais peut-être toujours là-bas. Et du coup, voilà, exactement. Peut-être un peu moins souriante aujourd'hui. Exactement.
Donc cet échec, c'est d'abord dur. Ça a été dur parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait ? J'étais pas heureuse avant, il faut que je retrouve un travail. Voilà, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Et finalement, un jour, j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit, mais attends, je comprends pas. T'as refait ton CV ? Est-ce que t'as refait ton CV ? Je lui dis non, en fait, tu vois, j'espère encore continuer. Elle me dit, bon, écoute, tu fais ton CV et puis on n'en parle plus et tu envoies ton CV. Le jour même, je rigole pas, le jour même, j'ai un appel d'une boîte de recrutement qui me dit, j'ai un poste pour vous. C'était chez Au Féminin. D'accord. Et Marmiton. Il faut absolument que vous alliez à l'entretien. Bon, bah, je dis, ok, bah, c'est parti. Je vais à l'entretien. Et c'était parti, quoi. En fait, je changeais de... Je basculais de cet échec à quelque chose à nouveau stable, mais qui m'a aidée, qui m'a poussée vers quelque chose, en fait, d'hyper important, c'est de la formation. En fait, je manquais de formation, tout simplement. Je manquais de confiance en moi, certes, mais je manquais de formation. Bon, ce que je retiens quand même de cet échec, c'est que ça m'a longtemps suivi, parce que je me suis dit pendant 10-12 ans... en fait, attention, si tu te relances dans l'entrepreneuriat, tu risques de faire des mauvais choix comme tu l'as fait la première fois. Et puis finalement, voilà, le voyage m'a fait dire... Oui, finalement, t'as encore quitté ton CDI. Il m'a fait dire, non mais en fait, on va arrêter de ressasser ce truc il y a longtemps. T'es une autre personne, t'as une autre expérience, t'as fait plein d'autres choses. Je te passe dans mes 10 ans d'entreprise en CDI, j'ai changé 3 fois de boulot. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a fait rester aussi. Hein. Oui, bah c'est... Je vais dire, j'aime pas la routine. Après, oui, j'allais dire, chacun vit les choses à sa manière, mais moi, c'est pareil, au bout de 18 mois sur un poste ou une marque dans mon activité passée, bah, je savais que 18 mois, c'était le déclencheur de... Va falloir un ajustement, un changement, quelque chose qui me redonne un peu d'énergie, parce que je commence à m'ennuyer, quoi. Donc, exactement, effectivement. Je suis pareille. Voilà. Je m'ennuie très vite. Et sans cet échec, en fait, peut-être que soit je serais peut-être restée dans le premier boulot plus longtemps, du coup à pas m'épanouir. Je sais pas si j'aurais sauté le pas, tu vois, plus tard, si j'aurais pas enclenché sur un autre CDI, je sais pas. Mais en tout cas, il y aurait peut-être eu une autre opportunité, parce que tu as quand même eu cette volonté de quitter ton CDI pour aller tester autre chose, donc il y aurait peut-être eu autre chose qui se serait présenté, tu l'aurais peut-être fait aussi. Probablement, mais bon. En tout cas, ce que je retiens, c'est que cet échec a été que bénéfique. À l'époque, ça me paraissait pas être bénéfique, mais maintenant, sans ça, voilà, j'aurais jamais trouvé ce deuxième boulot qui m'a appris énormément. Mais si c'est confortable, voilà. C'est souvent pas bon signe. Donc là, ça a été un gros inconfort. C'est ça. Qui s'est matérialisé par quelque chose de très bénéfique, c'est super. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'ait donné ou une remarque qu'on t'ait faite qui a créé un changement important pour toi ? Alors, j'ai pensé à une phrase, mieux vaut fait que parfait. Ah oui. J'aime beaucoup cette phrase parce que souvent, je pense beaucoup en avance aux choses que je dois faire. Donc, j'aime beaucoup les prévoir, j'aime bien les planifier. Et plusieurs fois dans ma vie, je me suis rendu compte que je n'allais pas jusqu'au bout. Tu vois, au moment de passer à l'action, tant que c'était pas fini, etc., je faisais pas. Et ça, je pense que ça, c'est l'âge, hein, je vais parler comme une quarantenaire. Au bout d'un moment, en fait, je me dis, ok, tu planifies des choses, si tu les fais pas maintenant, tu les feras jamais. Donc, je pars maintenant du principe que je préfère avancer, même si soit j'ai pas tous les éléments, soit je sais que je pourrais pas aller au bout, mais au moins commencer à le faire, parce que je sais que j'ai besoin de cette impulsion pour ensuite aller plus loin. Et quand j'ai répondu à l'appel à projet, par exemple, on m'a dit, oh là là, le super dossier qu'il va falloir que tu fasses, tu vas voir, ça va prendre beaucoup de temps. En fait, je voyais pas la montagne. Je voyais le fait. Non, et certainement, j'étais hyper naïve à ce moment-là, mais je voyais pas la montagne. Je me suis dit, d'abord, je vais réfléchir au projet. Qu'est-ce que je veux faire ? On a créé le projet. Ensuite, je vais faire un plan, des lieux. Puis après, je vais réfléchir à tel aspect du projet. Voilà. Et petit à petit, le projet s'est construit d'un coup, enfin, dans sa globalité. Ouais, petit pas par petit pas. Exactement. Et je me sens mieux dans cette approche qu'avant me dire il faut que tout soit parfait. Oui, mais c'est pas... après, ça, là encore, ça dépend des personnalités, mais c'est vraiment pas évident d'avoir cette démarche.
Parce que on est tellement poussé à la performance tout le temps que se dire que là on sait pas, on va au moins faire ce petit truc là et puis peut-être que ça, effectivement ça va pas être parfait mais au moins on avance, c'est pas le mindset dans lequel on a été éduqué, enfin en tout cas moi j'ai pas l'impression que notre génération a été éduquée comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et surtout en tant que femme, il faut toujours tout bien faire. Donc oui, c'est vraiment, moi c'est quelque chose que j'ai enclenché, je pense, vraiment cette année. Et c'est tout nouveau encore, et c'est pas confortable, mais c'est super par contre, parce que de voir les choses avancer, c'est 15 fois mieux que de voir quelque chose de parfait qui ne bouge pas en fait. Donc, qui ne voit jamais le jour, en fait, oui. tout simplement. Ou alors qui est tellement parfait qu'on a tellement peaufiné, mais qui n'est pas exposé finalement. Enfin, personne n'est au courant. Donc non, il vaut mieux avancer, se lancer, tester, corriger. C'est ça. C'est le principe de la Lean Startup, de toute façon, qui est un livre que beaucoup d'entrepreneurs ont lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous mettrai le lien en description. Sur quel sujet as-tu changé de perspective ? Alors, il y a plusieurs sujets. Je sais encore pas lequel je vais te donner. On peut faire les deux, si tu veux. On peut faire les deux. Comme tu veux. Si on continue sur la perfection, je pense que j'ai longtemps voulu que tout soit parfait. Ok. Je suis une perfectionniste, c'est pas toujours une bonne chose. Et puis je dis souvent, avant t'as des principes et après t'as des enfants. J'aime bien ça. Change. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Voilà. Donc un exemple tout bête avec ma fille, j'avais imaginé que il n'y aurait pas de pouce, qu'il y aurait la tétine, que après au bout d'un certain temps j'enlèverais, enfin tu vois ce qui est écrit dans les livres en fait. Ma fille elle a juste fait comme ça, la tétine elle a fait comme ça, elle a mis le pouce dans la bouche et après ça l'a pas quitté. Je me suis dit bon, il y a un moment donné il faut choisir ses batailles. Il y a des choses plus graves que d'autres. Moi j'ai une anecdote aussi d'une de mes copines qui avait dit, quand premier enfant, enceinte, c'est moi qui ferai toutes les compotes et tout ça. Non mais genre quelques mois plus tard, laissez tomber, pomme-pote maintenant, c'est bon, j'ai pas le temps de faire toutes les compotes. Exactement. Donc on fait ce qu'on peut et on s'adapte. On fait ce qu'on peut et on peut pas toujours tout faire. Je pense que maintenant, alors évidemment ça c'était dans ma vie perso, mais je l'applique maintenant même dans ma vie pro. Il y a des choses qui sont pas parfaites. J'essaye de l'accepter, c'est pas toujours simple. Parce que moi je suis exigeante avec moi-même et je suis évidemment exigeante avec les autres. Et je choisis mes batailles, je choisis ce pourquoi je vais me battre, pour quel dysfonctionnement, pardon. Et puis je vais laisser couler d'autres. Ouais. Voilà. Et ça c'est quelque chose il m'a fallu beaucoup de temps avant de... Oui, ça vient avec l'expérience aussi. Probablement. Parce que sinon, quand on est tout jeune, toute jeune, on a l'impression que tout va être parfait, tout va être tout bien, et puis après, on réalise que déjà, on travaille avec des gens qui ne réfléchissent pas tout à fait comme nous. Oui, déjà, ne serait-ce que ça. Et leur parfait n'est pas notre parfait, donc déjà, il faut faire fonctionner ça, et du coup, avec l'expérience, on sait que tout ne peut pas être selon notre perfection. Exactement. Mais ça fait du bien, ça fait du bien de sortir de ça. Je pense que le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était c'est pas forcément malin de faire tout seul. Et je t'en parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup fait les choses seule jusque-là, enfin jusqu'à il y a un peu plus d'1 an, et je suis contente d'avoir changé de perspective là-dessus, parce que sans ça j'en serais pas là, je serais pas sur ce projet. En fait je serais sur autre chose probablement, mais pas sur ce projet. Ça aurait été dommage. Oui, tout à fait. Non, mais la force du collectif, c'est impressionnant. Moi, j'ai fait beaucoup de choses toute seule aussi, et il y en a encore que je fais toute seule, parce que je crois que c'était en off qu'on en parlait. Enfin, moi, j'ai eu plein de galères avec mon site web, et au final, j'ai quand même avancé plus vite à tout reprendre toute seule, alors que je n'y connaissais rien, que d'être accompagnée par les mauvaises personnes. Ça, je suis d'accord. Donc, il y a aussi tout le challenge de trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Mais là, je fais partie d'un mastermind où on est 5. On se connaissait pas avant de commencer cette aventure. Et on a 5 métiers différents et on s'accompagne suivant toutes nos problématiques d'entrepreneurs. Et ça m'a propulsée de dingue, en fait. Enfin, cette force est folle. Parce que ça fait des avis très différents de personnes et ça nous permet d'avoir un nouvel œil en fait, tout simplement, d'aborder les choses différemment et trouver des nouvelles solutions. Et, vraiment le collectif, c'est fou.
Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué et qui a changé quelque chose d'important pour toi ou chez toi? Alors oui, c'est pas quelque chose qui a changé dans ma vie professionnelle, en tout cas j'en ai pas l'impression, mais on pourra creuser si tu veux. Ouais. C'est un livre qui s'appelle Range ta vie, de Élise Delprat Alvarez. D'accord. Je ne sais pas si tu connais. Je un connais peu dans pas du tout. Un peu dans la veine de... Comment elle s'appelle Marie Kondo. Ouais, de Marie Kondo. Mais c'est une française. C'est la seule personne que je connaisse qui range des trucs. Et ben, il y a aussi Élise. Ok. Et ce livre, donc je l'ai dévoré. Alors, ça reste un livre de développement personnel, voilà, comment ranger sa maison, etc. Ça m'a libérée sur les biens matériels, le bien matériel. Voilà. D'accord. Parce que je suis très matérialiste. Je m'attachais beaucoup à des choses, à des petits objets, à des petites choses. Cette partie matérialiste, je trouve qu'elle... parfois, elle pouvait me bloquer, tu vois, de garder des choses parce que c'est machin qui t'a offert ça il y a 10 ans. Un truc qui te sert pas, c'est un truc qui... Alors, ça m'a recentré sur plusieurs choses. Déjà, le fait que les objets, c'est quelque chose. Ça te rappelle des choses, mais c'est pas forcément important. Finalement, les personnes sont plus importantes. Et tu vois, jamais j'aurais envisagé ça avant d'avoir lu le bouquin. Je loue ma maison maintenant. Ah waouh. Je serais capable de faire ça. C'est une étape où jamais j'aurais pu faire ça il y a 15 ans, quoi. C'est impossible qu'on vienne chez moi, quoi. Alors, attention, c'est encore un peu cadré. On a un espace où on peut mettre toutes nos affaires qui me permettent de ne pas partager certaines choses avec mes locataires. Mais voilà, on en est là, c'est que... Tu fais ça pendant les vacances, c'est ça? On fait ça en échange de maison Ok. Exactement. Nous, on part en vacances et à la place, il y a des gens qui viennent. Et on a commencé quand on est parti en voyage. Ok, d'accord. Et ça marche bien. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et voilà, à partir d'un simple livre où tu te dis, bon, je vais peut-être ranger un peu ma maison, ça va faire du bien. Et alors, par contre, ça m'empêche pas d'être bordélique et d'avoir une maison qui n'est pas rangée. Hein. Je préfère. Faut peut-être que je le lise, alors ça marchera peut-être pour moi aussi. Ça m'empêche pas du tout d'avoir encore un peu de bazar. Oui, mais le bazar, c'est la vie. Mais je pense que ça fait... En fait, finalement, ça a rangé un peu ma tête. Ah oui. Voilà, plus que mon espace, ça a rangé ce qu'il y avait dans ma tête. Ah, mais c'est génial, oui, mais ça fait un gros changement d'être capable, d'être d'abord très attaché à la valeur sentimentale des objets et d'être après capable de s'en détacher au point de prêter sa maison, louer. C'est vraiment une grosse étape. Peux-tu nous parler d'un voyage qui t'a particulièrement changé? Et quand je parle de voyage, il peut être géographique, intellectuel ou même spirituel. Bon, on a déjà eu un gros voyage, mais est-ce qu'il y en a un autre? Non, je pense que je vais reparler de celui-là. Ok. Ce voyage, il a... Alors, bon, c'était très chouette, hein, la destination et tout, mais pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que j'ai réussi, grâce à ce voyage, à sortir des rails sur lesquels j'étais. Pour moi, j'étais partie à avoir une carrière, CDI, évolution dans les échelons, enfin, en tout cas, c'est ce que j'espérais. Oui. Donc je cherchais à la suite un CDI en me disant je vais encore grimper d'un échelon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et finalement, pendant ce voyage, je me suis rendu compte que ça m'angoissait. D'accord. De me retrouver avec des horaires du lundi au vendredi. Alors tu vas me dire, c'est un peu contradictoire parce que maintenant j'ai plus d'horaires dans le sens où je travaille tout le temps. Et oui. Mais je n'ai plus cette pression du lundi matin au vendredi soir. Tu vois, c'est la grosse différence entre faire quelque chose qu'on s'oblige à faire ou qu'on est contraint de faire et faire un métier qui nous plaît en fait. Moi j'y pensais ce matin. Je suis sortie acheter ces petites chouquettes. Et je me suis dit mais c'est quand même génial. On est mercredi matin, il est 8h30. Moi qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des chouquettes parce que je vais enregistrer un podcast. Meilleure vie. C'est beaucoup mieux que de me dire ah bah non, il faut que je prenne le métro et que j'aille dans une tour à la Défense. Bon, ça fait très longtemps que je sais que je voulais plus faire ça, mais c'est un cauchemar pour moi et ce serait impossible de repartir en arrière. Sûr. Ça, c'est quelque chose que je me dis régulièrement. Je me sens maintenant incapable de retrouver un boulot déjà pour quelqu'un et ensuite avec des horaires fixes pour lesquels dans lesquels je peux pas évoluer à mon rythme en fait. Ouais. Après, il y a des entreprises qui sont un peu plus flexibles. Moi, j'étais à New York sur la fin de mon CDI et
Honnêtement, j'avais une boss qui nous laissait faire à peu près nous organiser comme on voulait, tant qu'on était là, évidemment, pour les réunions importantes. Mais bon, moi, si j'avais besoin d'aller chez le coiffeur en milieu de journée, je pouvais. Après, elle savait très bien que j'allais finir ce que j'avais à faire. Mais ça me donnait quand même une certaine flexibilité. Je suis même allée me faire tatouer une fois, en pleine journée. Mais j'ai pas raté de réunion. Et en fait, ça aide tellement, quand on a plein de trucs à faire. Alors évidemment, je me fais pas tatouer toutes les 3 minutes. Mais ça apporte une telle flexibilité, un tel confort de vie que ça permettait au CDI, justement, et le fait d'être dans une grosse boîte quand même, d'être vivable pour moi. Alors que je commençais vraiment à traîner la patte. Moi, c'est ce qui m'a permis quand même, je pense, de tenir plus longtemps finalement. Donc, c'est possible aussi dans les grosses boîtes, mais très peu sont ouvertes à ça. Ça demande quand même un mindset particulier de la part des managers. Donc, je sais qu'on ne trouve vraiment pas partout. Et ça, c'était une chance pour moi, pour le coup. Oui, tout à fait. T'en as profité, c'est bien. Oui, tout à fait. Bon, après, ça n'a pas suffi pour me faire rester beaucoup plus longtemps, mais ça a rendu la chose plus confortable et ça n'a pas empêché mon mal-être final dans ce job, mais en revanche, ça a quand même drôlement amélioré le quotidien pendant un bout de temps, quoi. C'est possible, je pense, aussi en CDI, c'est juste une question de mindset à changer, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, tu vois, ce voyage, il m'a permis, donc, je te disais, de sortir des rails, mais derrière, je me suis lancée dans un autre truc. On n'a pas encore parlé de ça. Allons-y. J'ai passé un CAP de couture. Ok, ah oui, d'accord, c'est pas juste un petit peu de couture. Non, en fait, je faisais de la couture. J'ai fait la robe de mariée d'une copine. Ok. Sur une blague au départ, un défi. Encore un défi. Voilà, encore un défi où je lui ai dit ça serait mon rêve. Et elle me dit, mais tu sais, je serais capable d'accepter. Et juste après, elle se mariait, donc elle m'a dit, fais-moi ma robe. Trop bien. Donc ça m'a lancée sur ce sujet. Et je n'avais pas de formation, j'avais tout appris en autodidacte. Et là, je me suis dit, c'est le moment peut-être d'apprendre des choses un peu plus structurées, un peu plus carrées sur la couture. Ok. Et ben c'est difficile de reprendre ses études oui, à cet âge. C'est sur combien de temps? Alors, le CAP se passe en fin d'année, tu as toute l'année pour le préparer. D'accord, c'est sur un an. Je l'ai fait en autodidacte, j'ai pas eu de cours particuliers, enfin j'ai pas pris de formation, j'ai acheté juste un bouquin et toute l'année il a fallu avoir un peu de rigueur pour suivre le programme. Ouais. Donc reprendre... C'est pas évident à faire seul ça aussi. Hein. Alors non, mais tu vois, j'étais dans le mindset qu'il fallait. Ouais, non, mais ça demande beaucoup d'autodiscipline, c'est pas vraiment pas évident. Oui, mais sur un sujet qui me donnait très envie, donc c'était pas très compliqué. Voilà, okay. C'était la première fois où j'avais un travail manuel. Jusque-là, c'était que intellectuel, je vais dire, entre guillemets, sur un ordinateur. Ouais. Là, j'utilisais mes mains, mon cerveau aussi, mais c'est surtout mes mains. Et ça change. Et c'est pas la même... comment dire ? J'ai pas eu de maux de tête, par exemple, de toute l'année. C'est bizarre, hein. Ah, c'est fou. Tu sais, quand tu travailles toute l'année sur un ordi, le soir, t'es fatigué, t'as mal aux yeux, à la tête, machin. Voilà, une année comme ça... beaucoup moins d'ordi. Beaucoup moins d'ordi déjà. Et puis, d'une autre façon de penser. Le cerveau, il est pas stimulé de la même façon, je pense. Ouais. Voilà, donc très motivant. Okay. Pourquoi je te parlais de ça, je ne sais plus. Ah oui, si... je voulais en venir, c'est que au départ, je ne me sentais pas capable de le faire, et puis je me suis dit, bon, je vais quand même me lancer, ça a l'air difficile de reprendre ses études à cet âge-là, et bien finalement, en fait, t'es content de refaire des choses, de savoir que t'es encore capable d'apprendre. Ouais. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte après, en faisant cette formation, c'est que je n'apprenais plus, en fait, dans mon ancien travail. Même si j'étais contente de travailler là-bas, je n'avais plus d'apprentissage et ça faisait un moment que j'avais pas eu de choses à apprendre. T'avais pas eu de projet qui te demandait de nouvelles compétences et où voilà, des choses motivantes, hein. Il y avait des choses sympas, motivantes qui me boostaient, mais rien où j'apprenais des nouvelles choses. Ouais. Et là, c'est carrément, ça m'a sorti de ma zone de confort, là, on réapprend tout, parce que pour le coup, voilà, je repartais de zéro. Oui, puis comme tu dis, c'est vraiment en opposition, parce que entre faire quelque chose où il n'y a que la tête qui entre guillemets que la tête qui est sollicitée, et là il y a les mains aussi, ça change complètement l'approche. D'avoir mal au dos
parce que t'es mal positionné. C'est des choses auxquelles tu penses pas. Alors, tu penses un peu quand t'es devant un ordi, mais oui. Physiquement, t'as des douleurs. Oui, des nouvelles douleurs. T'as des douleurs de bras parce que tu t'es positionné comme ci ou comme ça. Ah oui. Non, c'est intéressant. Ça change la perspective aussi. On parlait de perspective. Ça change la perspective sur certains métiers. Où justement, jusque-là, j'avais pas du tout considération sur ce genre de choses. Quoi. Et maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat, tu apprends vraiment plein de trucs tout le temps. Ah bah là, du coup, oui. Ah bah là, pour le coup, ça fait des choses insoupçonnées que je ne fais que apprendre. Mais pas dans un bouquin. J'apprends sur le tas. Ouais, c'est aussi une façon d'apprendre. Ça marche très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu as apporté juste un twist qui a amélioré ton expérience ? Alors, j'ai pensé à un twist, en effet. Je me balade souvent avec mon ordi, j'en ai besoin pour travailler tout le temps, même maintenant dans l'entrepreneuriat, enfin dans mon expérience entrepreneuriale. Et il y avait un truc qui m'agaçait, c'était de sortir mes câbles d'ordinateur. Ils sont toujours emmêlés, ils étaient toujours... Tu tirais, tu sortais tout le sac et tout. La batterie qui tombe. Voilà, c'est ça, la batterie qui tombe, le truc qui se tord. J'ai fait un sac de câbles dans mon sac. Ok. C'est vraiment très bête, comme je te disais. Mais en fait, ça me permet de, quand je sors mes affaires, je ne suis plus agacée. Je ne perds plus mes affaires, je ne les abîme plus. C'est plus entremêlé et je les ressors, elles sont intactes comme je les ai. Donc c'est un petit sac en toile dans lequel tu as mis les sac, les câbles. Un équivalent tote bag voilà, que je mets dedans. Mais excellent. Mais tu sais qu'il y a une entreprise qui a développé une petite pochette pour les cordons d'écouteurs filaires. Moi, on m'a offert ça a changé ma vie. Hein. C'est fou. Parce que ça s'enroule dedans et plus jamais ça se mélange. Enfin, ça s'en mêle en fait. Tu perds plus de temps à démêler un truc qui... Exactement. Donc, et ils ont gagné le concours Lépine. Donc, ton sac, il vaut le concours Lépine, sache-le. Aurais-tu un changement d'habitude qui a amélioré ton bien-être à nous partager ? Alors, c'est un changement qui est en cours, parce que je considère que je suis encore agacée par ce sujet. C'est les horaires. Ah oui, on en a parlé plusieurs fois déjà. Les horaires, j'ai beaucoup de mal à supporter les gens qui sont en retard. Ah. Dit la fille qui arrive avec 30 minutes de retard. Non, mais ça... Voilà. Moi, je suis toujours borderline, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, j'ai relâché ma pression sur le sujet en me disant, il y a des choses importantes où je dois être à l'heure et d'autres où je n'ai pas besoin. Donc, relâche vraiment même vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis des autres en me disant, bon, c'est pas grave, il y a des choses graves. Non, ça n'en fait pas forcément Généralement, il partie. suffit de prévenir et ça se passe très bien. Hein. Voilà, quand c'est vraiment important, du coup, je mentionne. Quand ça ne l'est pas, je lâche l'affaire. Je ne mentionnerai pas à tous mes élèves qui arrivent en retard le matin parce que ça, c'est un sujet qui... Voilà, quand je te disais que je suis en transition, je n'arrive pas encore à relâcher sur ce point-là. En revanche, il y a un truc du coup que j'ai mis en place pour ça, c'est que je ne mais plus des choses qui s'enchaînent. Tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que tu as quelque chose après ? Non, j'ai rien après, parce que sinon ça me stresse en fait. Ouais, ok. Sinon, je suis angoissée de me dire je vais louper le truc d'après. Ouais. Donc en général, j'évite de mettre des choses qui s'enchaînent vraiment. Je laisse toujours un énorme battement entre les deux, qui me laisse de la place pour l'imprévu. Du coup, que jamais j'aime pas. Mais je mets ce cadre d'imprévu en me disant, comme ça, j'ai le temps d'arriver à l'heure pour le prochain truc. De me retourner. Voilà. Oui, c'est plus détente. Ça, je sais pas encore faire. Et j'ai dit transition. J'ai pas dit que c'était encore pleinement acquis. Mais moi, c'est pas la pression d'être en retard, parce que maintenant, si j'ai 5 minutes ou 10 minutes de retard, je me mets plus la rate au courbouillon, clairement. Mais en revanche, j'ai vraiment du mal à caler des sas entre mes activités, et je sais que c'est nécessaire. Est-ce que tu aurais un heureux ou malheureux changement vestimentaire, une coiffure ou un accessoire à nous partager ? Alors, je suis formatrice depuis 3 ans et j'ai toujours ce sentiment d'être un peu impostrice. Je sais jamais. Imposterice. Je ne sais pas. Syndrome de l'imposteur. Voilà. Ça marche mieux. Voilà. Non, du coup, c'est toujours masculin, mais c'est pas grave. Oui, c'est toujours masculin. Et ce qui m'a aidée, c'est de mettre une veste. C'est tout bête, mais la veste de tailleur, quel que soit le vêtement que j'ai en dessous, ou même avec un jean,
je me sens plus assurée. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, moi, je me sens plus en confiance. Bah voilà, si tu le sens, ça se voit. Hein. Parce que c'est ça qui, après, se diffuse autour de toi. Super. Voilà. Une veste pour se sentir plus c'est ça. Ancrée dans son personnage. Un peu plus sérieuse, je sais pas. Oui, la veste symbolise bien ça. Hein, donc, c'est assez statutaire comme article vestimentaire. Donc, effectivement. Ok, une veste pour se rassurer. Super. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie, plus rapide que la première, où je vais te poser une série de questions auxquelles tu dois répondre du tac au tac. Ces questions sont inspirées du questionnaire de Proust, qui a été repris après par Bernard Pivot à l'époque, et puis Vanity Fair aussi fait sa version, et James Lipton aussi, qui présentait Inside Director Studio, le faisait aussi. Donc on s'éloigne un peu du changement, et on va se concentrer un peu plus sur toi. Quel est le mot qui te décrit le mieux, et tu as le droit de l'inventer? Alors je dirais polyvalente. Polyvalente parce que j'ai maintenant pas mal de cordes à mon arc. Oui. Et alors après c'est quelque chose que j'ai cherché longtemps, hein, mais je pense maintenant être capable de faire pas mal de choses différentes. Qu'est-ce qui te stimule le plus créativement, spirituellement ou émotionnellement? Les défis. Ah ouais, ça, on en a une bonne illustration. Non, j'adore les défis de toute envergure. Et je pense qu'il y a un petit bonus quand ça inclut des maths. Ok. Y a-t-il un art qui te transporte systématiquement? Oui, un art, c'est la musique. Ok. Donc je fais de la musique, je chante. Je pense qu'une musique, c'est capable de me transporter dans un mood, dans un autre, de me récupérer si ça va pas, de m'emmener si ça va bien. Enfin. Et d'ailleurs, j'ai des playlists pour à peu près tous les moods. Ah, c'est génial. Donc voilà, quand j'ai besoin d'entrain, je sais quel type de musique il faut que je mette. Voilà. Ouais. Et c'est très très efficace. C'est d'ailleurs le sujet de ma newsletter qui va partir voilà. Ce dimanche. Donc elle sera déjà partie quand vous écouterez ce podcast. Quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait à ce jour? Ou le meilleur qu'on puisse te faire? Je pense à un compliment, mais je le trouve un peu prétentieux. Il n'y a pas de compliment prétentieux. On m'a dit un jour, c'est fou, tout ce que tu fais, tu le fais bien. Et ça m'a fait déjà archi plaisir, hein, on va être honnête. Et à la fois, je trouve ça très prétentieux parce que non, déjà, je fais pas tout bien. Mais je pense que ce qui ressort de ça, c'est que je choisis un peu mes batailles, comme on disait au tout début de cette conversation. Oui. Et du coup, par contre, quand je me lance dans quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et comme en plus j'ai beaucoup d'énergie, je fais beaucoup de choses en même temps et je vais au bout de toutes ces choses. Donc je pense que c'est lié à ça. Oui, ça rejoint aussi ce dont on parlait en termes de perfectionnisme, et de ce qui est perçu. Quand tu dis mieux vaut fait que parfait, en fait le fait, si c'est à 80% bien, les gens ils ont l'impression que de toute façon c'est parfait. Donc il y a la perception aussi qui varie suivant les personnes qui reçoivent ce que tu es en train de faire. Donc, probablement, voilà. Ouais. Quel est ton défaut préféré? Que j'aime chez moi, hein, c'est ça? Comme tu veux. Comme tu l'entends. Alors un défaut que j'ai, c'est que je ne supporte pas faire 2 fois la même chose. Et c'est à la fois très agaçant parfois pour moi, mais j'adore avoir ce défaut parce que du coup ça me booste énormément. Ça m'envoie dans des retranchements. Je pense à un truc, mes enfants tous les ans me demandent un gâteau d'anniversaire toujours plus fou. Et oui. J'adore leur essayer de rejoindre leurs rêves. Oui. Donc je fais un peu de pâte à sucre, un peu de décoration et tout. Trop bien. Mais ce qui m'embête le plus, c'est quand ils me demandent 2 fois le même gâteau. Parce que, en fait... ça arrive. Bah oui, ça arrive. Quand ils ont leur anniversaire avec les copains, ensuite il y a avec la famille d'un côté, de l'autre. D'accord, sur la même année en fait. Sur la même année. Je me dis non, la première fois c'était très chouette, mais la deuxième non. La deuxième, j'ai pas envie de refaire pareil. Alors comment est-ce que tu t'en sors?
Bah, je le fais quand même. Ah, d'accord. Je le fais quand même parce que Tu lâches là-dessus. C'est mes enfants et que j'adore leur faire plaisir. Ouais, surtout si c'est leur anniversaire quand même. Voilà. Surtout si c'est leur anniversaire, exactement. Quel est le cadeau que tu offres le plus souvent? Les jeux de société. Lequel tu aimes bien en ce moment? Je pense qu'on est pas mal sur Seven Wonders. Ok, je connais pas. Enfin, de toute façon, je suis pas très calée en jeu. Donc. J'adore jouer au tarot, j'adore jouer de façon globale. Il y en a un autre qui s'appelle Welcome to the Moon aussi, qui est un peu spécifique, mais ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que tu peux jouer, je crois, tu as 7 ou 10 plateaux différents, donc tu fais 7 ou 10 parties, tu n'as jamais le même jeu en fait. Tu as la même mécanique de jeu, mais à chaque fois tu changes. Enfin, moi qui n'aime pas faire 2 fois pareil, tu vois. Ah bah oui, ça s'appelle Welcome to the Moon, tu dis. Ouais, c'est ça. Vachement bien. Sympa. Et puis j'aime bien offrir des jeux qui correspondent aux gens. Enfin, j'aime bien faire des cadeaux, ça c'est... Bah, faut qu'ils aiment les jeux après. Il faut qu'ils aiment les jeux. Enfin, c'est mieux. Alors c'est sûr. Après, bon, j'ai un entourage qui aime jouer. Oui. Bizarrement. Mais c'est important le jeu. Mais du coup, ouais, c'est cool de trouver le jeu et de dire ça, je pense que ça lui plaît. Le jeu, c'est un super outil pour développer sa créativité d'ailleurs. Un objet dont tu ne peux pas te passer. Mon ordinateur. Alors, j'entendais dans les pas eu encore celui-là. dans les podcasts que j'ai écoutés, là, que tu as déjà enregistré, j'entendais le téléphone et je me suis dit, j'ai envie de... Je pense qu'en effet, c'est bien le téléphone, mais l'ordinateur, je pense que je m'en passe encore moins parce que déjà, je suis plus à l'aise sur un ordi qu'un téléphone. J'ai toute ma vie. Hey, par contre, j'ai toute ma vie. Ouais, non, mais j'ai toute ma vie pro. Oui. Pro, on va dire. En revanche, il y a un truc quand même, il me faut WhatsApp. Bah ça, tu peux le mettre sur l'ordinateur. Oui. Donc c'est bon. C'est ça. Donc ordi avec WhatsApp. Ouais, c'est beaucoup plus confortable. Je me demande si c'est pas un truc d'âge aussi, ça. Bon. Oui, si, probablement. Si je te dis réseau social, tu me dis... Bah, du coup, WhatsApp. Ah ouais. Je suis un peu sur Facebook, mais je partage très peu. D'accord. Je suis sur Instagram pour le boulot. Mais je suis sur WhatsApp constamment, par contre. Ouais, comme beaucoup d'entre nous, mais c'est vrai qu'on s'en rend même pas compte. C'est le lien maintenant avec les gens. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que, comme tu dis, toi, t'as ton réseau d'entrepreneurs qui est dessus, et il y a plein d'initiatives comme ça. Moi, j'ai un réseau de coworking aussi. Enfin, il y a énormément de choses sur WhatsApp, en fait. C'est hyper intéressant comme réseau, effectivement. Un accessoire ou un geste pour te démarquer lors d'un événement ou d'une présentation. Ah bah tu nous en as déjà donné un. Alors j'en ai donné un, oui. En revanche, c'est un truc que je discute beaucoup avec mes élèves, ça. C'est mes slides. Il y a quasiment rien sur mes slides. Ah, génial. Bravo. C'est très rare. Je considère que si c'est écrit, les gens n'écoutent pas. Et c'est vrai. Du coup, j'aime bien avoir l'attention des gens quand je parle. Sinon, je vois pas l'intérêt que je parle. Je vois pas l'intérêt de parler. Donc, je mets vraiment le minimum sur mes slides, même en cours, alors que je sais que mes élèves en ont besoin pour ensuite réviser. Parce que comme ça, j'ai leur attention. Et forcément, en fait, un élève, du coup, qui ne suit pas pendant le cours, parle et essaye de réviser chez lui, aura beaucoup plus de mal, puisque j'ai dit beaucoup de choses à l'oral. Mais par contre, ceux qui ont écouté, j'ai leur attention, on se regarde. Donc ça, le regard, la posture aussi. Je sais plus, c'était... comment il s'appelle Steve Jobs, quand il faisait ses présentations, il disait toujours avoir les bras à la hauteur d'un cadre. Donc de se mettre dans un cadre, parce qu'en fait, les gens, ils regardent toute cette partie-là, au-dessus. Donc les coudes, les mains toujours au-dessus des coudes, et pas en dessous. Je connaissais pas ce truc. Et tu remarqueras, en fait, toutes les présentations, il a les mains proches du visage. Et c'est ce qui fait que, voilà, c'est souvent très manuel. D'ailleurs, je pense que j'ai fait beaucoup de gestes quand je parlais. Peut-être, oui. J'essaye d'avoir cette posture, justement, qui me donne aussi un peu d'assurance avec ma super veste. Eh oui. Ah, mais c'est hyper intéressant. Je ne connaissais pas ce truc. Mais le truc des slides, moi, j'avais lu il y a longtemps qu'il fallait pas plus de 17 mots sur un slide. Ah oui. Ah bah tiens, ça a été étudié pour justement tout ce qui est de justement garder l'attention de son auditoire. Ouais, il faut pas trop de mots. Et moi, ça m'agace tellement quand les gens ne font que lire leurs slides. Enfin, déjà parce que ça manque d'entrain, parce qu'ils font que lire.
Donc il n'y a plus aucune intonation, plus de variabilité dans la voix quand les gens lisent. Et on fait que s'ennuyer, on retient rien du tout. Donc au-delà de juste on va lire, on n'écoute même plus la personne et on sait pas de quoi ça parle au final. Donc, oui, parce que je pensais même pas à la personne qui lit ses slides, mais t'as raison. Cette partie-là, elle est aussi perturbante. Ouais. Non, c'est vraiment important. Qui est la personne qui t'inspire le plus ? Alors, je pense à une fille qui, l'année dernière, a fait le Vendée Globe. Je ne sais pas si tu as suivi Violette d'Orange. Non, je ne suis pas... Je ne sais pas comment je suis arrivée là-dessus, parce que je ne suis pas une fan de voile ou quoi. En revanche, cette fille m'a fascinée, parce qu'elle doit avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, elle est toute jeune. Et elle s'est lancée dans un truc quand même assez impressionnant, parce qu'elle est partie 3-4 mois sur une voile solo. J'allais dire, c'est bien en solitaire. C'est solitaire, t'as pas le droit d'avoir d'aide, donc t'as quand même de l'aide, comment dire, t'as une radio et tout. Oui, quand même. Mais t'as pas le droit d'être aidé, sinon en fait t'es disqualifié. Ouais. En fait, c'est un monde en plus hyper masculin. Tout à fait. C'est un monde assez âgé, parce que en fait, quand on regarde les skippers, ils sont pas tout jeunes, hein. Ok. Alors, ils sont pas non plus avec une canne, hein. Non, sinon ils auraient du mal. Mais du coup, c'est la première navigatrice aussi jeune à... Ah, d'accord, ok. Voilà, elle a battu un record. Génial. Ce qui était fascinant, c'est que elle avait un objectif. Et là, j'ai trouvé que dans ses paroles, elle avait vraiment comment dire, un objectif, c'était d'atteindre la ligne d'arrivée. Et elle a dit, quoi qu'il arrive, j'atteindrai la ligne d'arrivée. Donc elle a forcément eu des doutes, hein, je pense qu'elle nous a pas tout partagé, évidemment. Mais elle avait cet objectif-là, et à un moment donné, je me souviens qu'elle était bloquée, je ne sais plus à quel endroit du monde, et elle a dit, en fait, j'ai fait marche arrière, je me suis posée, j'ai attendu, parce que mon objectif est d'atteindre l'arrivée, tant pis, je vais prendre du retard, et je l'assume. Ouais. Et je me suis dit, waouh, elle est incroyable quand même, parce qu'elle a déjà cette maturité à cet âge-là, que moi j'avais certainement pas. Hein. De se rendre compte qu'il faut s'arrêter pour reculer. Exactement, même. Et je me dis, bon, ça c'est de la voile, c'est ok, c'est un sujet, et en plus elle a sa vie en jeu, mais en fait on peut l'appliquer tout le temps, ça. Bien sûr. De se dire, en fait, on prend une pause, on regarde ce qui se passe, tant pis. En fait, notre objectif il est là, ok, on va prendre un tout petit peu plus de temps, mais on va le faire de façon plus safe, ou plus confortable, ou plus réfléchie, ou plus. Voilà. Ah, c'est génial, c'est hyper inspirant. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment très difficile de s'arrêter. Ah oui. Qu'est-ce qui t'agace ou t'indigne le plus ? Quand il y a des gens qui arrêtent, ou enfin comment dire, qui abandonnent sans avoir essayé. Ah oui, c'est même pas de l'abandon là. Ah bah j'entends... c'est trop difficile. Ah non, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Ou j'ai rien compris. De toute façon, j'ai rien compris. En fait, tout ça, ça va dans le même sens de j'essaye même pas, en fait. Bah oui. Voilà, j'essaye même pas. J'ai pas suffisamment d'envie pour. Et ça, c'est agaçant. C'est très agaçant parce que je me dis que si vraiment on a l'envie, en fait, on peut tout arriver à faire. En tout cas, c'est... Bah, on peut au moins essayer, en tout cas. On peut essayer, et puis même si c'est pas la finalité qu'on attendait, ça sera quelque chose d'un peu différent. Mais, oui, ça reste une expérience. C'est ça. Il faut se laisser porter par un peu d'imprévu aussi de temps en temps, et puis voir où ça nous mène. Bah oui, tout à fait. Mais ça rejoint complètement le thème du podcast, c'est que souvent on a peur, ce qui est logique, hein, parce que le cerveau n'aime pas le changement, mais ouais, la prise de risque, c'est compliqué. Quelle est ta phrase choc ou ton mantra préféré ? Alors, on a parlé beaucoup du réseau et du groupe, etc. Je pense que ma phrase du moment, c'est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Parce que oui, je suis capable de faire des choses seule et de les faire rapidement quand c'est des sujets que je connais bien. Mais en fait, la perspective d'autres personnes ou l'expérience d'autres personnes, ça va me permettre d'aller encore plus loin que ce que j'avais imaginé. Parce que... Certes, j'ai une partie créative, mais la partie créative des autres m'aide encore plus. Voilà, d'aller encore plus loin. Quoi. Oui, et puis peut-être que tu iras plus vite aussi. Peut-être que j'irai aussi finalement plus vite. Bon, ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets, mais en effet, il y a certains trucs où j'irai aussi plus vite. Bah oui, parce que on peut te donner des conseils aussi. Oui, c'est vrai. Si tu devais changer une seule chose dans ta vie aujourd'hui, ce serait quoi ?
Je dirais prendre le temps d'aller plus au sport. Ok. Je sais que j'en ai besoin, je sais que ça m'apaise, que ça me rebooste, voilà. Là, j'ai clairement pas le temps, mais il faut que je retrouve le temps. Je me dis que quand je dis que je n'ai pas le temps, c'est que finalement, j'ai pas si envie que ça. Oui, c'est ça, c'est très vrai. C'est toujours une question de priorité. Exactement. Et les priorités, on les trouve quand on veut finalement. Oui. Donc je sais que là, je vais la trouver parce que c'est devenu numéro 1. Twist and Slay, c'est le podcast de Yummy Monday, la boîte à outils qui aide les personnes comme toi et moi à kiffer la vie dès le lundi. Et toute la semaine si possible. Alors dis-moi, quel est ton ingrédient secret pour kiffer son lundi? Alors je dirais que pour kiffer mon lundi, même tous les autres jours de la semaine, parce que du coup moi j'ai plus vraiment de premier jour de la semaine, on va dire. Ouais. Oui, surtout avec la restauration. Ouais. Mais bon, focus sur le lundi. Je pense que ce qui marche bien avec moi, c'est de mettre que des trucs cool. C'est-à-dire commencer par une tâche que j'ai envie. Alors, tu l'auras compris, les chiffres, c'est un truc qui me plaît bien. Donc, je commence par regarder des chiffres, faire des petites stats, tu vois, d'un truc que j'ai pas eu le temps de faire la veille ou dans la semaine d'avant. Faire des calls avec que des gens que j'aime bien. Voilà, remplir avec des tâches qui me font plaisir. Ok, bah génial. Et pour finir, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Je pense que la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment ça va? Dans le sens où on me rencontre souvent sur mon lieu de travail. Et du coup, on me demande comment ça va moi, comment ça va l'entreprise, comment ça va les enfants, comment ça va l'organisation. Des vrais comment ça va. Des vrais comment ça va, et à la fois des comment ça va qui attendent quand même une réponse plutôt positive. Ah oui, parce que ça rassure en face. Ça rassure en face. Voilà, mais je suis contente de pouvoir y répondre et de donner des bribes d'explications, des bribes de réponses à chacun. Oh bah top. Voilà. D'après toi, laquelle de tes réponses ou quel sujet surprendra le plus nos auditrices? J'en sais rien du tout. J'avoue que c'est peut-être cette réponse-là. J'ai l'impression d'avoir une vie banale. Ah oui. Bah c'est peut-être ça qui va surprendre. J'ai pas l'impression de faire des trucs extraordinaires et du coup j'ai pas l'impression d'avoir répondu des choses très, très surprenantes. Voilà. Bah écoute, moi j'ai été bien surprise. D'accord. À plusieurs étapes, entre le voyage de 4 mois, le gap entre toutes tes activités, enfin passer de effectivement la couture à la restauration et avant ça d'avoir fait un diplôme d'ingénieur. Il y a beaucoup de choses très surprenantes et très intéressantes. Okay. Donc merci pour tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir. Si on souhaite te retrouver quelque part, je mettrai les liens évidemment pour le tiers-lieu qui s'appelle, tu m'as dit Ça s'appelle les Colibris. Les Colibris. C'est à Houille, dans les Yvelines. Ok, donc on mettra ça. On peut te trouver où sinon? Tu as dit Instagram. Même Instagram des Colibris. C'est vraiment... Instagram des Colibris. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? En fait, le thème d'aujourd'hui, c'était le changement. Je pense que c'est normal d'avoir peur dans le changement. Mais je pense que c'est important aussi de suivre son instinct et son envie et de s'en donner surtout les moyens. C'est-à-dire que je ne suis pas une personne qui aime l'imprévu, mais j'arrive à pallier ça parce que justement j'ai besoin de ces changements. Donc je pallie à ça en préparant beaucoup de choses, en prévoyant, en me projetant. Et ça me permet d'évoluer dans du changement beaucoup plus sereinement. Ok, le changement avec sérénité. Ce sera le titre de ce podcast, c'est sûr. Ça marche. Merci beaucoup Laetitia pour tes partages. Merci beaucoup à toi Karen de m'avoir reçue. Avec grand plaisir. Et un grand merci à vous toutes et tous qui avez écouté ce 6e épisode de Twist and Slay jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Twist and Slay sur votre plateforme préférée et aidez-moi à faire connaître le podcast en likant et partageant l'épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode en compagnie de Victoria, Queen du marketing pour les marques de luxe. À très bientôt, prenez soin de vous et surtout soyez yummy!